Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour votre magazine consacré aux entrepreneurs romans. Frédéric, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous allez bien ? Ça va très bien, vous ? Très bien, merci. Dites-nous, qui allons-nous recevoir aujourd'hui ? On reçoit un entrepreneur multifacette. Sa carte de visite la plus connue, c'est certainement celle de directeur d'Uber Suisse, un groupe qu'il a rejoint en 2019. Mais notre invité a aussi exploré le secteur de l'alimentation. Il est aussi actif dans plusieurs pays en Afrique. Nous recevons Jean-Pascal Haribault, le directeur de Uber Suisse. Jean-Pascal Haribault, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce B2B, consacré donc à la mobilité, puis à cette entreprise. Mais avant toute chose, comme pour chaque invité, on va d'abord s'intéresser à vous. Vous voulez bien ? Volontiers. Merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur de Uber Suisse, une entreprise dont le nom est pour beaucoup l'expression même d'une modernité qui impose une nouvelle manière de percevoir l'usage et la gestion de nos biens et de nos services. Ce sont des millions de personnes ou des millions de repas ou des millions de chauffeurs que nous voyons, que nous imaginons chaque jour. Vous êtes au cœur d'une transformation importante, alors pour vous ici en Suisse. Avant tout ça, on aimerait bien savoir un peu qui vous êtes. Je sais que vous êtes diplômé de l'EPFL, mais on aimerait savoir où êtes-vous né, où avez-vous grandi, par exemple ? Oui. Donc, je suis lausannois, mais de mère valaisanne, de père de Guinée-Conakry. Petite particularité, mais j'ai 2 enfants dont les 4 grands-parents ont des origines différentes, donc suisse, française, autrichienne et italienne. Donc vraiment une multiculturalité aussi au niveau de la famille. Une prédisposition à l'internationalité déjà. Exactement. Donc un cursus vaudois assez classique, branche scientifique, collège, gymnase, puis ensuite effectivement le PFL dans les systèmes de communication. Dans les années 2000, c'était vraiment les années Internet. Et puis c'est que tout récemment, je crois que vous avez aussi interviewé Monsieur Ebicher, qui était le président de PFL de l'époque et qui effectivement avait mis en place toute cette innovation, cet aspect vraiment, recherche, avec des professeurs de talent, mais aussi ce côté innovation, entrepreneuriat. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans durant ces années-là, et ce qui va ensuite donner le goût de me pas attendre à la recherche pure, mais plutôt de me rapprocher de domaines où la technologie amène un impact au niveau de la société. L'entrepreneuriat donc. Alors pour ceux, et notamment les plus jeunes qui nous regardent, qui se demandent quel genre d'élève étiez-vous lorsque vous étiez plus jeune à l'EPFL ? Vous étiez plutôt premier de la classe Plutôt un élève studieux. En voyant mon fils qui a bientôt 8 ans, je me revois un petit peu. Donc studieux, plutôt appliqué à tous les échelons. On avait aussi une bonne équipe de copains et plusieurs de mes amis d'époque sont encore des amis actuellement. Donc jusqu'à été plutôt assez facile, mais aussi avec du travail. Mes parents sont les 2 pharmaciens. Ils ont une pharmacie qui va fêter cette année ses 50 ans. Donc j'ai vraiment vu cette un peu rigueur du travail du lundi au samedi. Ma mère travaillait encore le soir au niveau d'administration. Mon père plutôt orienté clientèle. Donc cette rigueur-là, c'est un petit peu toujours ce qui m'a suivi et ce que j'ai tenté d'appliquer à l'école et puis ensuite par la suite au niveau de mon travail. D'ailleurs, aviez-vous un projet professionnel déjà en tête avant de commencer vos études ou... Non, je pense pas directement. J'ai toujours voulu avoir un impact, faire des choses qui ont un impact sur la société ou d'avoir un lien où on se dit que on fait quelque chose de bien ou qui agit sur les gens. Et notamment donc ce lien entre innovation et technologie. Donc assez rapidement, justement au cours de l'EPFL, j'ai effectué des stages en entreprise, notamment chez Hewlett-Packard, HP, qui à l'époque était encore une grande entreprise de la tech des années 2000. Et puis je me rappelle encore de ce premier jour avec Kali Fiorina, qui était la CEO de l'époque. C'est un peu mon premier all hands. On voit là le directeur général du groupe en vidéoconférence avec des milliers de personnes de par le monde. Et puis ça m'avait beaucoup impressionné, cet aspect corporate. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé par la suite chez Nestlé, chez Uber.
Vous évoquez la pharmacie de vos parents. Vous n'êtes jamais dit, ce serait bien pour moi, faire du bien aux autres, les pharmaciens soignent. C'était pas une mission qui vous intéressait ? Non, d'une part, mes parents ne m'ont jamais poussé, ni moi, ni ma sœur, à aller vraiment dans des domaines, dans le domaine de la pharmacie. On est resté dans des domaines assez, disons, scientifiques. Moi, au niveau de mes études, ma sœur, par la suite dans la pharma, mais pas comme pharmacienne. Donc non, mais ça reste clairement ayant travaillé dans l'équité chez Nestlé, je vois beaucoup de similarités. Hein. On a des produits qui sont certes spécifiques, des médicaments, mais aussi avec une volonté d'avoir des présentoirs qui font du sens, ce conseil au niveau des clients. Donc, j'aime bien échanger avec ma mère, notamment sur l'aspect un petit peu du day-to-day, mais ça reste vraiment sa chasse gardée. Donc, non, on n'a jamais été poussés. Nos parents nous ont, disons... Et pas de regret. Non, pas de regret. Et plutôt une admiration d'avoir une officine qui est dans un quartier depuis 50 ans. 50 ans, on peut leur tirer notre chapeau. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise de renommée internationale. Est-ce que cela fait de vous un homme accompli ? J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de terme-là. Pour moi, on peut toujours faire plus. On peut être content d'une étape, mais il y a toujours une étape d'après. D'un point de vue business, effectivement, on a des concurrents, il y a un cycle aussi de société qui change, d'une pression économique qui peut intervenir. Donc, il faut toujours penser à l'étape d'après, être constamment en termes de développement des équipes, d'une part. Comment est-ce qu'on peut aider ses collaborateurs à se développer en interne, et puis aussi au niveau de la société et son impact en externe, de penser à quelles sont les prochaines étapes pour, en l'occurrence, permettre à la mobilité en Suisse de s'améliorer. Il y a de grands défis pour nous et puis ainsi que pour les autres entreprises de la mobilité dans une année 2021 qui sera très très intéressante. Alors vous le disiez justement, quelques bouleversements, la société Uber en a provoqué quelques-uns à l'échelle mondiale. Le mot transition, cela évoque quoi pour vous ? Transition électrique, par exemple, c'est carrément un des sujets de ce début d'année 2025. On voit les constructeurs qui sont un petit peu sous pression avec les différents, échéances européennes et suisses qui arrivent. Les constructeurs européens et les constructeurs chinois vont plutôt bien. Exactement. Notre rôle, il est vraiment celui de matchmaker ou bien d'intermédiaire toujours. Donc, d'une part, tenons compte de cette demande des utilisateurs d'avoir des courses plus vertes. Nous mettons à disposition des produits, Uber Green. On y reviendra, oui. Exactement. Donc, la transition, ça reste clairement un objectif de société et pour nous de l'accompagner. Dans la transition globale que Uber a apportée au monde, il y a le terme, ce néologisme, l'ubérisation de la société. C'est un mot qui, vous, à échelle personnelle, vous faisait peur au départ ? C'est un défi ? Ça fait partie de vos préoccupations ? C'est un thème qui, malheureusement, est devenu négatif avec le temps. Pour moi, je vois plutôt la digitalisation qui est importante. Comment est-ce qu'en tant qu'entreprise, on peut digitaliser des services pour le bénéfice de la société, d'un côté de chauffeurs professionnels, de l'autre d'utilisateurs. Et c'est vraiment cet aspect-là qui, pour moi, est fondamental et qui peut s'appliquer dans d'autres domaines également. Alors cette digitalisation, est-ce qu'elle sera, selon vous, à l'origine d'un nouveau modèle de société, puisque tout se digitalise. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut découvrir que même des entreprises un peu innovantes se font elles aussi dépasser par le propre progrès. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau modèle de société va devoir s'imposer ? Je pense qu'effectivement, il faut toujours penser à l'étape d'après. Ça, c'est pour toute société, on l'a vu au fil du temps, il faut toujours penser effectivement qu'est-ce qui pourrait impacter son modèle d'affaires actuel, quelles seront les nouvelles innovations qui vont peut-être effectivement nous impacter. C'est le cas même pour les entreprises les plus innovantes telles que Uber, de penser à l'étape d'après. Ce qui est important selon moi, c'est cet ancrage local.
Uber est certes une entreprise technologique, mais avec un fort ancrage local en termes de contact avec les personnes, avec les autorités, avec les utilisateurs. Et c'est un des aspects qui nous différencie d'autres entreprises tech, par exemple. Avant de continuer, on a beaucoup de questions qu'on aimerait vous poser, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'autre partie de votre parcours. Pendant longtemps, vous avez travaillé dans l'industrie agroalimentaire. Est-ce que c'est une page qui est tournée pour vous ? Non, ça reste un de mes multiples intérêts. J'ai pas mal de facettes et l'alimentation, ça reste le cœur de plein de choses. Comment est-ce qu'on amène des produits alimentaires d'un point A à un point B, l'importation, la redistribution à travers différents moyens. C'était un de mes principaux projets en Afrique. Comment est-ce qu'on peut aussi réduire l'empreinte écologique de la distribution. Tous ces aspects-là restent fondamentaux et ils m'intéressent toujours. Et finalement, au sein de Uber, j'arrive à. On peut peut-être préciser que Uber Eats, c'est une autre société. C'est pas vous qui gérez. Exactement. Alors, par contre, vous parlez donc de la gestion, apporter les choses, les denrées alimentaires. Juste avant d'entrer chez Uber Suisse, en 2019, vous avez participé à la création d'une start-up, AgroSustain. Vous pouvez nous raconter cette expérience ? Elle existe toujours ? Elle existe toujours, oui. Tout à fait. Et vous êtes passé à autre chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc oui, je suis un des fondateurs de la société avec 2 biologistes de talent. Donc c'est une société qui développe des produits qui permettent de réduire les pertes alimentaires en augmentant la durée de conservation des fruits, des légumes et des fleurs coupées. Donc mon rôle était plutôt côté business. Ça a été notamment de mettre en place le premier business plan, de faire la première levée de fonds et également d'obtenir un certain nombre de subventions cantonales, fédérales, également européennes. Ce qui est bien ensuite, c'est qu'on a vraiment un écosystème favorable pour les entreprises innovantes, donc de la deep tech, avec par exemple la région Lyon, qui a un prix pour l'innovation, Venture Kick, Innovo, et c'est aussi d'autant plus important ce support européen avec par exemple le fonds Horizon, qui permet à des entreprises deep tech de passer cette étape compliquée notamment et qui sont aussi chères en termes de patentes, de brevets qu'il faut mettre en place pour pouvoir ensuite développer et protéger la société. Pourquoi avoir quitté cette industrie ? Je suis un opérationnel. La deep tech, ce sont de longues échéances. Mes 2 camarades sont ceux qui mettent en place les brevets. Olga Dubé, on peut citer son nom et son prénom m'échappe, de Monsieur Dubé. Tout à fait. Sylvain, avec qui j'étais à l'école, au gymnase, et puis Olga Dubé, sa femme, qui sont toujours à la tête. Et l'entreprise maintenant arrive à des étapes très intéressantes de mise sur le marché de produits en Afrique, en Amérique latine, donc une phase très intéressante de développement de l'entreprise. Bon, le temps file, on aimerait parler davantage maintenant de l'entreprise, mais juste pour conclure, et puisque nous enregistrons dans nos studios de Lausanne, je crois que vous êtes amateur et supporter d'une équipe en particulier, dans un sport en particulier. Le LHC, effectivement, et c'est une bonne période actuellement pour le Lausanne Hockey Club. Alors, moi-même, je ne suis pas du tout hockeyeur, mes talents de patinage sont assez... Jamais été au-delà du patinage, disons, pénible, non. Ayant joué au football durant 20 ans, mais vraiment football de talus, le mini-hockey, c'est le plus proche pour moi en termes de hockey. Mais ce que j'aime beaucoup dans le hockey, puis aussi dans le foot, c'est cet aspect populaire. Les sports collectifs populaires qui relient des personnes autour d'un objectif. Ce qu'il y a de bien avec le hockey, c'est qu'on a vraiment toutes les régions du pays qui sont représentées. On a Genève, Lausanne, Fribourg, Ajoie également pour le Jura. On a la Suisse italienne avec Lugano et Ambry. On a les Grisons avec Davos, la Suisse allemande. Donc on a vraiment le panel de tout le pays avec des stades qui ont été récemment rénovés, qui souvent sont profitables en termes des entreprises qui sont économiquement viables. Et en plus, la Suisse est plutôt, disons, a pas mal de succès, en ayant l'année passée atteint la finale des championnats du monde. On organisera l'année prochaine les championnats du monde de hockey en Suisse.
Ouais, c'est un super sport. Et puis, en plus, au niveau des familles, c'est safe. On peut y aller avec ses enfants. Il y a une super ambiance. Donc, C'est pas le foot. Hein. Voilà, c'est différent. Allez, je vous passe le puck maintenant à Frédéric pour la suite. Jean-Pascal Haribo, nous allons parler de la santé de Uber en Suisse, de son modèle d'affaires, de projet en 2025. Aussi, c'est moins connu, vous l'avez brièvement évoqué, mais votre participation au développement d'Uber au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Ouganda ou encore en Tanzanie. Mais d'abord, commençons par Uber en Suisse. Quelques dates clés de rappel. Uber en Suisse, ça démarre en 2013, d'abord à Zurich, l'année suivante à Genève, 2015 à Lausanne. L'an passé, vous avez ouvert, il me semble, Lugano, au Tessin. Ça fait à peu près 13 villes, si j'ai bien compté, c'est juste ? Oui, on va plutôt parler de cantons actuellement, mais on est sur 15 cantons, sur les 15 des 26 cantons dans lesquels nous sommes présents activement. D'autres sont prévus cette année peut-être encore ? Oui, tout à fait. Donc, une des ambitions dernier sera d'être présent dans l'ensemble de la Suisse d'ici 2026. D'accord, donc il faut... ça fait donc 11 cantons encore auxquels ajouter... Tout à fait, il y a du travail. Et combien de personnes travaillent pour Uber Suisse ? Nous sommes environ une cinquantaine avec 2 bureaux à la fois à Genève et à Zurich. Et lorsque vous avez rejoint le groupe en 2019, vous étiez déjà à ce nombre-là ? C'était moins ? Oui, le nombre de personnes en interne est assez stable. Ça veut dire qu'on peut croître sans avoir à augmenter le nombre de personnes ici ? À quoi ça tient ? Nous sommes très dignes déjà dans l'état d'esprit. Si on voit aussi au niveau mondial, pas mal d'entreprises ont beaucoup staffé en post-Covid. Nous avons plutôt une politique de faire plus avec un nombre stable de personnes, à la fois en termes d'efficience, en termes de processus. Donc c'est vraiment un état d'esprit qu'on essaie de mettre en place à tous les niveaux et dans tous les pays. Qu'on ait une idée du poids que vous représentez sur le marché suisse, combien de chauffeurs utilisent votre application ? Donc nous sommes effectivement présents dans maintenant 15 cantons des 26, donc une présence qui s'est vraiment accrue au cours des dernières années. On parle de milliers de chauffeurs en Suisse, notamment des chauffeurs de taxi. C'est vraiment un axe de développement au cours des derniers mois et des dernières années qui peut des fois surprendre, hein. Mais si on pense à certaines villes, par exemple à Saint-Gall, que nous avons lancé en 2024, nous avons uniquement des chauffeurs de taxi qui sont actifs sur la plateforme, à Berne également. Donc, on a une multitude de modèles suivant le canton et la ville. Et les taxis, notamment, voient de plus en plus les bénéfices d'être actifs sur la plateforme. Il me semble qu'il y a à peu près 10 000 chauffeurs de taxi en Suisse. C'est un chiffre que j'ai vu. Quelle proportion utilise votre application ? Nous ne sommes pas encore dans toutes ces villes, hein, donc on y arrive gentiment. Mais effectivement, on a des milliers de chauffeurs de presque taxi. la moitié, ou vous allez arriver à la moitié Fin d'année, on aura bien progressé, c'est clair. C'est un choix qui est offert aux chauffeurs de taxi, un choix qui s'ajoute à leurs revenus existants. Donc, ils ont à la fois les stands taxi où les personnes peuvent se présenter, ils ont à la fois leur clientèle privée, et le canal Uber s'ajoute donc pour des revenus complémentaires à leur activité. Et ça veut dire que pour vous, à un moment, vous imaginez que tous les chauffeurs de taxi pourront activer l'app selon leurs souhaits ? Tout à fait, c'est une ambition mondiale, hein, et qui s'avère de plus en plus pertinente dans les différentes géographies. L'idée, c'est de créer de la collaboration avec les autres professionnels du secteur, de baisser les feux, d'éteindre un peu les feux là où il y a des tensions ? Au niveau de la mobilité, peut-être si on revient sur la partie collaboration, oui, par exemple dans le canton de Genève, on a notamment des associations de taxi avec lesquelles on collabore depuis plusieurs années, donc il y a vraiment cet aspect win-win que l'on voit de plus en plus au sein du secteur. Et puis si on regarde la mobilité dans son ensemble, avec tous les événements qui vont arriver en Suisse cette année, donc on pense à l'Eurovision, on pense à l'Euro féminin de foot, on voit que les CFF, les bus, auront besoin d'autres plateformes pour absorber les nombreux spectateurs qui vont arriver. Pas plus tard que je crois que la semaine passée, les CFF annonçaient plusieurs nouveaux trains, des centaines de nouveaux trains pour
supporter ces nouveaux événements, de revision également. Donc, notre rôle est aussi d'être en complément de l'infrastructure de mobilité existante. Et pour cela, il faut effectivement, c'est une option pour des chauffeurs de taxi, des chauffeurs VTC. Nous sommes un bon outil qu'ils peuvent utiliser. Votre modèle d'affaires, c'est de prendre une commission sur chacune des courses, c'est ça ? Exactement. On parle beaucoup des chauffeurs de taxi, mais vous avez aussi lancé de nouveaux services, comme pour les adolescents, aider le transport des adolescents en gardant les parents rassurés sur où se trouvent leurs enfants. Il y a aussi les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce qui fait la course type aujourd'hui la plus demandée et proposée par Uber ? Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle UberX, qui est le produit standard, qui permet d'amener une personne d'un point A à un point B. Nous avons également de nombreux autres produits qui sont les différents cas d'usage. On a à la fois des produits qui sont un peu plus, disons, premium, confort, black, avec plutôt des véhicules qui sont un peu plus de luxe, disons. Mais aussi, nous sommes en train de piloter, notamment à Zurich, des produits de partage de courses. Donc, ce qu'on appelle X-Share, où finalement, différentes personnes qui vont dans la même direction peuvent commander, prendre une course sans connaître les passagers, et du coup la course est moins chère. Donc une sorte de minibus partagé, jusqu'à 3 personnes, covoiturage également, exactement, jusqu'à 3 personnes. Donc c'est un des moyens qui pourra permettre d'avoir des courses plus abordables tout en maintenant des rémunérations intéressantes et des courses intéressantes pour les chauffeurs de l'autre côté. Vous avez, parmi les nouvelles offres, annoncé que les chauffeurs étaient maintenant formés, qu'ils bénéficiaient de certaines formations, notamment pour les clients à mobilité réduite. Est-ce que ces formations sont à la charge des chauffeurs, ou est-ce que Uber va s'engager de manière à ce que les chauffeurs puissent être formés ? C'est un cas spécifique. On s'est rendu compte que dans ce domaine du support aux personnes à mobilité réduite, en fait, il n'y avait pas d'harmonisation. En fait, il n'y a pas vraiment de formation existante, disons, à niveau fédéral. Elles sont dans chaque canton. Dans certains cas, des formations qui permettent de dire que telle ou telle personne est apte à s'occuper d'une personne qui a des besoins spécifiques. C'est pour ça que dans la construction du produit, on a dû essayer de comprendre dans chaque canton qu'est-ce qui existe pour pouvoir ensuite donner ces outils-là aux chauffeurs. Et c'est un cas spécifique dans le cas de tous les autres produits qui sont. Et c'est vous, Uber Suisse, qui avez pris en charge cette formation ? Non, ce qui est requis, c'est que le chauffeur doit présenter une preuve qu'il a suivi telle ou telle formation. Par exemple, à Genève, la formation est actuellement, en fait, fait partie intégrante de la formation du chauffeur VTC, mais c'est dans le cas de Genevois spécifique. Dans d'autres cantons, il y a différents autres types de formations qui sont un prérequis, mais qui ne sont pas payés par Uber. On va parler de revenir à l'avenir de la mobilité dans un instant, mais avant, 2 questions sur Uber Suisse encore. Le groupe Uber, le groupe américain, qui publiera bientôt ses résultats financiers 2024, est rentable. Vous ne publiez pas vos chiffres, mais est-ce que la filiale suisse est à l'équilibre financier ou toujours en phase d'investissement ? Uber est en phase de croissance. On a vu aussi un niveau mondial, l'entreprise effectivement va bien, mais les défis sont multiples. La concurrence s'étend également. Le groupe est rentable, et en Suisse ? Nous ne donnons pas de chiffres spécifiques par pays, mais on voit effectivement une croissance qui est importante en termes de géographie notamment, en termes effectivement du nombre de chauffeurs, on a dit, qui offrent ces services, et en termes de produits. Notre but étant d'offrir un plus grand panel de produits, un portefeuille de produits plus étendu pour remplir différents cas d'usage. On vous réinvitera pour savoir si vous êtes à l'équilibre financier une autre fois. Un dernier mot sur une saga judiciaire qui a occupé Uber et le canton de Genève pendant 3 ans. C'était le statut des chauffeurs, salariés, pas salariés. La justice a tranché en 2022, c'était salariés, vous êtes mis en conformité. Les chauffeurs sont donc salariés d'une société, MITC. Est-ce que maintenant ce dossier est complètement réglé ou il y a encore des aspects en suspens ? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, l'État de Genève nous a octroyé un renouvellement de la licence afin d'opérer pour 4 nouvelles années. Donc, ça permettait de clore ce dossier-là.
Au niveau fédéral, effectivement, il y a encore des dossiers en cours. Notre modèle Uber en Suisse reste le modèle d'indépendant. Nous avons considérablement renforcé l'indépendance des chauffeurs au cours des dernières années, avec effectivement une exception sur Genève. Les discussions sont en cours avec les autorités, avec les régulateurs, mais nous sommes confiants que petit à petit, nous arrivons à avancer et à clarifier l'état des lieux en Suisse. L'avenir de la mobilité, comment est-ce que vous le voyez, et en particulier quand on considère la voiture autonome? La semaine passée, on a appris qu'à partir de mars, il sera possible en Suisse de lâcher le volant sous certaines conditions sur l'autoroute, si la voiture est notamment équipée d'un système de conduite évidemment automatique. Pour vous, ça fait partie de l'avenir de la mobilité? L'avenir sera déjà multimodal. J'ai été convaincu. Mais l'autonomie, la voiture autonome, je peux commander, elle vient chercher en bas de chez moi. C'est déjà une réalité pour Uber dans plusieurs pays. Nous avons des pilotes qui sont actifs aux États-Unis ou tout récemment également à Abu Dhabi. Notre plateforme peut accueillir n'importe quelle structure. Donc, on collabore avec des entreprises, avec des fabricants de voitures autonomes qui ensuite intègrent leurs véhicules sur notre application. Qui ensuite s'intègre, on peut ensuite facilement, de la même manière qu'aujourd'hui, commander un véhicule autonome sur l'app Uber. Mais quels sont les prérequis? Il faut un cadre législatif, réglementaire qui soit favorable. On s'en rapproche en Suisse, mais il faut encore quelques étapes avant. Combien d'années, vous pensez? Peut-être à 10 ans, on se disait que ce serait bientôt là. Maintenant, on se dit que ce sera probablement plus rapide qu'on ne pense. Mais difficile de prévoir. Oui, mais en même temps, ce sera vraiment, on est plus proche qu'on ne pense, alors qu'à l'époque, on était plus loin qu'on ne pensait. Plus proche des voitures sans chauffeur. Donc. Exactement. Donc, pour terminer, dernière question pour ma part, vous avez beaucoup évoqué l'engagement et la responsabilité finalement d'Uber face à des enjeux de société et du quotidien. Dans ce genre de cas, une entreprise où il n'y aura finalement plus besoin de chauffeurs, qu'ils soient indépendants ou autonomes ou pas, est-ce que Uber va devoir s'engager aussi dans une modification de la législation pour ces chauffeurs qui seront absents? Donc, on accompagne toujours ces changements-là. La Suisse a un cadre très clair, communal, cantonal, fédéral. Uber s'adapte et s'est adapté à chaque fois aux particularités de chaque environnement. Et si on arrivait à cette étape-là ensuite, il faudrait également comprendre et discuter avec les autorités pour voir comment est-ce qu'on peut l'insérer dans un cadre suisse qui est très spécifique, qui n'est pas le cadre européen, qui n'est pas le cadre mondial. Donc, voilà, on a un Swiss finish et notre responsabilité en tant qu'Uber Suisse serait aussi de l'appliquer de la même manière en Suisse. Terminons, je l'ai évoqué en introduction, par l'Afrique. Vraiment en quelques mots, j'ai évoqué vous accompagnez le développement de Uber dans plusieurs pays en Afrique, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Quel est exactement votre rôle? Juste conseiller, investisseur ou autre? Donc j'ai travaillé durant 7 ans en Afrique, déjà chez Nestlé. J'étais 2 ans en Zambie, on avait lancé une nouvelle filiale Nestlé Zambie, 5 ans au Kenya, où d'ailleurs mes 2 enfants sont nés. Donc j'ai cette expertise du pays et j'avais aussi un intérêt ensuite chez Uber de contribuer à aider certains de ces pays-là. Donc mon rôle, c'est un rôle d'expert sur des projets en particulier, à la fois des projets internes, donc où par exemple, on pilote un certain nombre de produits, 4 roues, 3 roues, mais aussi 2 roues. La mobilité à 2 roues est importante dans ces pays-là, donc avec des motos concrètement, mais aussi avec des véhicules à 3 roues pour la livraison. Et on voit en fait pas mal d'éléments qu'on peut emprunter d'un pays à l'autre et inversement. Donc, notamment, comment est-ce qu'on peut rendre des courses plus abordables? Il y a certes une classe moyenne qui augmente, mais permettre à des personnes qui ont des revenus des fois moins importants d'accéder aussi à des courses Uber, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est un des projets sur lesquels je suis assez actif dans ces pays-là. Merci Jean-Pascal Haribault. Avant de nous quitter, on va vous faire passer le test du questionnaire de Proust, si vous le voulez bien. Volontiers. Merci beaucoup Frédéric. Merci Ludovic. À la semaine prochaine. Absolument. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour?
On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise ? De bien choisir son équipe. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte ? Un tableau avec des enfants qui jouent dans un village en Afrique. Un couteau suisse et un CD de musique de type d'or. Quelle chanson vous motive le plus ? Pourriez-vous nous la chanter ? Song to the Blur. Wouhou.